Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Retour dans un instant sur l'opération Commando de l'armée française pour libérer les 5 otages du Tanit. Seuls 4 d'entre eux rentreront en France demain après-midi. Le 5e, un père de famille de 28 ans, a été tué dans l'assaut. 150 radars de plus avant la fin de l'année en France. Ils seront installés au feu rouge, d'abord à Paris, en banlieue, à Lyon et à Bordeaux. Plus le choix, s'arrêter à l'orange ou perdre 4 points et 135 €. 2 millions d'euros, c'est une amende record. QCB Pharma est condamné à verser à la famille d'un enfant né handicapé. Sa mère avait été exposée au Distilbène, une hormone très fréquemment prescrite aux femmes enceintes dans les années 70. 12 700 tonnes de chocolat auront été ingurgitées en France en ce seul week-end de Pâques. Sous toutes ses formes, nous verrons qu'il ne connaît pas la crise. Et puis le chocolat, c'est fini pour elle. Olivia Ruiz s'est fondue en Miss Météor. 8 ans après l'Académie qui l'a faite star, elle est une artiste qui sort un 3e album, joyeux et mélancolique à la fois. Olivia Ruiz est notre invitée. Bonsoir, à tout à l'heure. Les ex-otages du Tanit seront donc rapatriés en France demain après-midi, tous, sauf un. Florent Lemasson, père de famille de 28 ans, a été tué dans l'opération Commando menée par l'armée française pour libérer les passagers du voilier des pirates somaliens. L'assaut mené dans le golfe d'Aden a duré moins de 5 minutes. Gérard Gazbeck. C'est la photo de l'assaut donné par les 8 fusiliers marins hier après-midi. Des tireurs d'élite ont déjà tué 2 pirates qui se trouvaient sur le pont et en ont blessé un autre. 2 membres du commando de marine montent à l'arrière, 4 au milieu, 2 à l'avant. Colin, âgé de 3 ans, est immédiatement évacué en compagnie de sa mère Chloé. Mais 2 pirates ripostent, provoquant cette fumée que l'on distingue ici. Le commandant de la Conite, qui se trouve à 100 mètres de là, témoigne de la violence des combats. J'étais moi-même à la passerelle de la frégate au moment de l'assaut par les forces spéciales. Les échanges de coups de feu ont été nourris. Il est donc très difficile de dire aujourd'hui dans quelles circonstances Florent est décédé. D'après ce que Chloé a pu me dire, il a fait preuve d'un très grand courage, cherchant à la protéger jusqu'aux derniers instants. Et malheureusement, nous n'avons pas pu éviter effectivement qu'il soit mortellement touché. Florent Lemasson avait 27 ans. Avec sa famille, il avait quitté la Bretagne pour Zanzibar. Son corps sera autopsié pour déterminer s'il a été tué par les pirates ou par une balle perdue d'un militaire français. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre de la Défense qui a souligné que jusqu'au bout, la France a cherché à négocier. Proposition de rançon, proposition d'un bateau pour leur permettre de rejoindre la côte. Nous avons même proposé l'échange de la mère et de l'enfant, puisque je vous rappelle qu'il y avait un enfant de 3 ans sur ce bateau, contre un officier français. L'assaut a été décidé car les pirates s'apprêtaient à débarquer leurs otages sur la côte somalienne. Les ex-otages français, eux, arriveront demain après-midi à Paris. Et on apprend ce soir qu'un remorqueur italien a été à son tour capturé dans le golfe d'Aden. À son bord, 16 membres d'équipage, sains et saufs, d'après les premières informations. Mais une question se pose, comment ces pirates somaliens opèrent-ils au nez et à la barbe des puissances navales mondiales déployées un peu partout dans la région? Élément de réponse avec Bernard Lebrun. Dans le port de Mombasa, on attend l'arrivée du porte-conteneur Maersk Alabama, aussi haut sur l'eau que celui-ci. Un armement danois et américain qui a été attaqué par des pirates en barque. Le capitaine du bateau que l'on voit ici, l'américain Richard Phillips, est devenu en 3 jours le nouveau héros de l'Amérique. Les caméras courent chez sa famille, le capitaine s'est offert en otage aux pirates contre la libération de son bateau et de son équipage. Acte de bravoure, mais qui inquiète au sommet de l'État. Plus globalement, seuls les pays du monde réunis pourront mettre un terme au fléau de la piraterie. Une coalition militaire, elle est déjà là, dans le golfe d'Aden. Une armada internationale venue d'Europe, des États-Unis et même d'Inde et de Chine qui patrouille et escorte les navires marchands. Car le golfe d'Aden, lieu de passage obligé, est une route maritime capitale. 12% du commerce mondial y transite et 30% du pétrole. Mais comment surveiller 2 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de la Méditerranée et de la mer Rouge réunis? Cette semaine, 7 bateaux ont été piratés. Aujourd'hui même, dans le Golfe, un remorqueur américain sous pavillon italien a été capturé au nez et à la barbe des frégates et autres avisos. Et puis les pirates, enrichis par des rançons en millions de dollars, ont acheté de plus gros bateaux qui leur permettent d'aller plus loin, plus au sud, entre les côtes du Kenya et les Seychelles. En 2008, 130 navires ont été attaqués.
Cette année, en 3 mois, on en compte déjà 65. Pire, 243 otages sont à ce jour entre les mains des pirates. La journée était classée orange partout en France sur les routes en ce week-end de Pâques, doublé des départs en vacances de 2 des 3 zones. Pas mal de monde à la mi-journée, au péage surtout, mais pas non plus la foule des grands jours, comme vous le voyez sur ces images, signé Bruno Vignier. La journée de demain est classée verte, pour autant prudence et attention aux radars. Ils sont nombreux et ils le seront encore plus d'ici la fin de l'année, 150 de plus. Placés au feu rouge dès avant l'été. Les premiers devraient être installés à Paris, Lyon et Bordeaux. Un dispositif lourd, 2 photos, une au feu, l'autre au carrefour. Et à la clé, 4 points et 135 € en moins pour les contrevenants. Mallory Aounou, Samuel Humez. Ils se sont presque fondus dans le paysage. Les radars automatiques, ceux qui traquent les excès de vitesse. Eh bien, il va falloir s'habituer à un nouveau type d'espion. Automobilistes qui grillaient des feux, souriez, vous êtes flashés. Cherchez où il était le radar. Ils vont installer des radars au feu rouge désormais, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça va être la misère. Ça s'appelle du racket organisé, voilà. Moi je suis en 2 roues et c'est une très bonne chose pour les gens qui brûlent les rouges. Ouais. Ça arrive souvent? Ça arrive très souvent, ouais, tous les 2 feux. Avant l'été, la région parisienne ainsi que Lyon et Bordeaux devraient accueillir les 4 premiers radars détecteurs d'infractions au feu, comme celui-ci. 2 photos et le PV tombe. L'amende arrive par courrier, 135 € et sur le permis, 4 points en moins. Le dispositif se veut dissuasif. 1/3 des tués sur la route le sont en milieu urbain. On a des centaines de morts et de blessés surtout aussi, qui resteront blessés pendant toute leur vie. Nous souhaitons justement diminuer en ville cette accidentalité qui a tendance un petit peu à augmenter. 150 radars seraient ainsi installés d'ici à 2010. Mais pour surveiller l'ensemble des carrefours, il en faudrait 36 000. Les associations prônent un système plus radical. Si l'on veut sauver des vies, alors il faut une 3e génération de radars, les radars mobiles embarqués dans des véhicules en circulation. Et là, ce ne sont pas des dizaines de vies que l'on sauvera, mais des centaines de vies. Mais cela coûte plus cher et ce n'est pas encore pour demain. Ah là c'est vert, désolé. Au revoir, bon week-end. Le Distilben, c'est cette hormone de synthèse prescrite aux femmes enceintes dans les années 70 et qui s'est révélée ensuite très dangereuse. Eh bien, un tribunal vient de condamner un laboratoire pharmaceutique à verser une amende record, 2 millions € à une famille dont l'enfant est né handicapé. Laurence Decherf, Chloé Cormery. Le tribunal de Nanterre a tranché. Le laboratoire UCB Pharma devra payer 2 millions € de dommages et intérêts et 56 000 € d'assistance par an à Louis et sa famille. L'exposition au Distilben de sa mère lorsqu'elle-même était dans le ventre de sa propre mère est responsable de son handicap. Louis est né prématuré, à peine plus d'1 kilo. Le jeune homme âgé aujourd'hui de 18 ans est handicapé à 80% et ne sait ni lire ni compter. C'est un enfant qui se mouve en fauteuil roulant, qui ne peut rien faire dans tous les actes de vie courante, quotidienne. Il est obligé d'être assisté pour se laver, pour manger, pour sortir. Cette pilule de Distilben est une hormone de synthèse prescrite aux femmes pour prévenir les fausses couches de 1950 à 1977. Elle est responsable de stérilité, de malformations génitales, de handicap ou de cancer. 160 000 enfants nés pendant cette période seraient concernés. Le Distilben, c'est une bombe à retardement. On n'en connaît les dommages qu'avec le temps qui s'écoule. On peut presque dire que finalement, les femmes qui ont été exposées au Distilben sont aujourd'hui des cobayes vivants. Et on observe au fur et à mesure les séquelles qu'elles présentent et puis les conséquences des séquelles qu'elles présentent. Car les générations suivantes pourraient aussi être touchées par ces mêmes problèmes de santé. Depuis 18 ans, les procès se sont enchaînés, mais jamais le laboratoire n'avait été condamné à verser une indemnisation aussi lourde. Elle a été la première entreprise à bénéficier du soutien du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles. Pourtant, c'est officiel, Trèves va fermer ses sites de l'Oise et de la Marne. L'annonce a été faite hier. Son chiffre d'affaires s'est effondré de 50% au premier trimestre. Il y aura aussi 2 fois plus de départs volontaires que prévu. Jean-Paul Chapelle. Une banderole noire en signe de deuil. L'entreprise va fermer 2 sites de production, plus de 600 emplois sont supprimés. Comment voulez-vous que réagisse une femme de 47 ans avec des enfants à charge, une maison à payer et qui travaille depuis 31 ans dans l'entreprise? Comment voulez-vous qu'elle réagisse? Mal, très mal. On est très très mal. Ça a été un coup de massue, oui.
Surtout hier, il y a des rumeurs qui laissaient dire qu'on n'était pas atteint, alors que franchement, c'était totalement faux. Le choc est d'autant plus fort que l'entreprise fut la première à recevoir l'aide de l'État conçue pour soutenir les équipementiers automobiles. 55 millions d'euros qui n'ont pas suffi, car le chiffre d'affaires s'est effondré depuis le début de l'année. Le maire de la ville en appelle au chef de l'État. Je demande dès aujourd'hui au président de la République, puisqu'il s'occupe de tout, eh bien de bien vouloir considérer ce dossier et d'organiser très rapidement une table ronde. C'est Pâques, et on va dire que c'est une drôle de cloche qui leur rêve sur le coin de la figure. Le gouvernement donne de l'argent à beaucoup d'entreprises. Apparemment, il y avait des promesses faites par le préfet. Et les paroles, c'est du vent. Pour Trèves, c'est le 3e plan social en 3 ans. Il sera officialisé mardi prochain. Les traders en herbe pourraient bien se retrouver sur la paille. Les formations au métier de la finance pure sont elles aussi touchées par la crise, au point que l'université Paris-Dauphine, référence mondiale, a préféré fermer son master en finance de marché. Reportage Julien Beaumont, Régis Maté. Vacances forcées. Romain et Jérémy viennent de finir leurs études de trader, un profil d'habitude très demandé. Mais dans le contexte actuel, même avec l'un des meilleurs diplômes, difficile de trouver un emploi. En fait, à ce moment, on ne cherche même pas du travail. On est obligé de chercher un stage pour commencer. Et même un stage, c'est très difficile à ce moment. Donc voilà, on essaye de postuler au maximum. Et on voit que c'est très difficile de trouver un stage. Et maintenant, même en ayant réussi un entretien, on a quand même une chance sur 10, une chance sur 20 d'être pris. Sur les 28 étudiants de ce master, seul un pour le moment a trouvé un CDI. Voilà pourquoi l'université a décidé de suspendre cette formation au marché financier. On constate aujourd'hui que pour l'année qui vient, un certain nombre de banques gèlent les embauches, notamment sur les métiers liés au marché financier. Donc nous, en tant que diplôme leader sur le secteur, on préfère protéger nos étudiants momentanément. Cette suspension, c'est une erreur selon cette salle de marché. Certes ici, on n'embauche plus de traders, mais d'autres postes financiers sont à pourvoir. C'est dommage de se priver des jeunes talents dans ce secteur alors que le besoin de régulation est encore plus fort. L'université Paris-Dauphine planche actuellement sur une refonte totale de sa formation de trader. L'idée est faire encore plus de place aux notions d'éthique et de contrôle. La mort de René Monory, l'ancien président du Sénat, avait débuté comme garagiste et n'avait jamais eu son bac. Cet autodidacte avait fait du bon sens son credo. Le président de la République salue une personnalité attachée aux valeurs humanistes. René Monory avait 85 ans. Dans le cadre du plan d'égalité des chances, les lycées militaires sont mis à contribution. Depuis la rentrée 2008, l'école des pupilles de l'armée de l'air accueille dans son internat d'excellence des élèves défavorisés et de jeunes bacheliers qui souhaitent intégrer des classes préparatoires aux écoles d'officiers alors qu'ils n'en ont pas forcément le niveau. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Mallory Aounou, Francis Forget. Il n'est pas encore 7 h du matin. Allez les gars, c'est l'heure. L'heure de quitter l'internat. Mais pas avant un coup de balai réglementaire et quotidien, le sergent-chef veille au grain de poussière. C'est les couleurs ce matin, vous perdez pas de temps. Ouais, c'est pas la peine de me dire ouais. Hisser les couleurs, celles du drapeau. Cérémonie rituelle sur cette base aérienne, en fait, un lycée de la Défense. Historiquement, l'EPA, École des pupilles de l'air, est réservé aux enfants de militaires, des plus petits, les 6e, aux classes préparatoires. 700 élèves. Mais depuis cette année, elle accueille un nouveau public issu de milieux modestes. La condition, être boursier et méritant. Les frais de scolarité sont pris en charge. Yasmine a fait le grand plongeon en seconde cette année. Je me suis dit que l'EPA, c'était un moyen de devenir plus indépendant. Donc je savais que ça allait être strict, mais pour faire de bonnes études, c'est ce qu'il faut, donc je suis ravie. Ok. Can you correct your mistake? Une vingtaine d'élèves ont saisi cette chance. Un lycée de renom, 96% de réussite au bac et un confort pour les enseignants venus de l'éducation nationale. C'est appréciable d'avoir des effectifs réduits, de pouvoir travailler avec des élèves qui sont quand même disciplinés. Dans l'ensemble, on n'a pas de problème de discipline. Et ça, c'est vrai que c'est très très agréable. Yasmine, elle, s'est déjà tracé un avenir dans les airs. L'objectif n'est pas nécessairement d'en faire de futurs militaires. Il se trouve que Yasmine est tout à fait motivée pour devenir officier dans l'armée de l'air. Donc c'est tout à fait intéressant de constater qu'effectivement ils ont aussi encore un certain nombre de jeunes la vocation pour le métier des armes. Pour les plus motivés, mais un peu fragiles scolairement, l'école a même créé une section passerelle entre la terminale et les classes préparatoires. On y marche au pas
Et on se remet à niveau pour prétendre aux grandes écoles d'officiers. Des écoles que Yasmine devra intégrer pour devenir pilote de ligne. Dans sa cité de l'Arlequin, elle donne un peu l'exemple. J'étais très fière qu'une personne puisse intégrer ce milieu-là. Donc c'est une petite célébrité dans le quartier maintenant. Voilà. C'est aussi un soutien pour sa maman qui élève seule 3 enfants. J'ai vécu avec mon ex-mari pendant 15 années de violence. Alors j'ai voulu pousser ma fille à faire autre chose, à ne pas subir ce que moi j'ai subi. Il fallait que je me batte, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire pour pouvoir construire plus tard un bel avenir. Tout en soutenant les familles, le dispositif aide donc l'armée à recruter dans la diversité. Les 6 lycées français de la Défense ont mis en place ce plan d'égalité des chances. Il est 20h14, merci d'être avec nous. À suivre dans votre journal, des œufs en or. Le marché du chocolat ne connaît pas la crise. Nous vous dirons quelle quantité exacte vous aurez ingurgité à la fin du week-end de Pâques. 13 ans que les Blues de Cardiff attendaient leur revanche. Et bien c'est fait pour Toulouse. La Coupe d'Europe de rugby s'arrête en quart de finale. Et puis nous recevrons Olivia Ruiz, divine Miss Météor, pour son nouvel album. Mais d'abord, c'est un accident extrêmement rare qui s'est produit hier aux eaux de Berlin. Une jeune Allemande est tombée dans le plan d'eau qui sépare les ours polaires des visiteurs. Mais l'un d'eux s'est alors jeté sur elle et l'a mordue au point de la blesser grièvement. Thierry Curtet. Le sauvetage est périlleux, improvisé. La jeune berlinoise lâche. La bouée est lancée. L'ours polaire plonge alors et mord violemment la jeune femme de 32 ans. Cette fois-ci, elle se cramponne à la corde. Les témoins essayent et parviennent à détourner l'attention des animaux qui, eux, semblent s'amuser. Les témoins finissent par hisser et extraire la jeune femme de la fosse. Elle est conduite immédiatement à l'hôpital. Elle est grièvement blessée. Nous ne l'avons pas vue sauter, mais une dame m'a dit qu'elle l'avait vue escalader le muret et sauter dans l'eau. Il n'est pas possible de tomber dans la fosse. Elle a dû le faire volontairement. Les ours n'ont pas semblé traumatisés par l'aventure, même si la jeune femme est tombée dans l'eau au beau milieu de leur déjeuner. 12 700 tonnes, c'est donc la quantité de chocolat que vous aurez absorbé lundi soir au moment de faire les comptes du week-end de Pâques. Un marché qui ne connaît pas la crise. Cela fera près de 400 000 tonnes à la fin de l'année, soit 4 kilos par Français. Voilà, pour les artisans chocolatiers, Pâques est avec Noël le grand rendez-vous à ne pas manquer. Reportage, je vais y arriver, Yves Ginca, Mathieu Nivenglowski. Nous ne sommes pas encore dimanche, mais dans cette chocolaterie, les cloches passent tous les jours depuis 8 semaines. Des œufs, des poules, en tout 25 000 pièces en chocolat et plus de 300 000 fritures, autrement dit, du travail. Il y a ceux qui font les œufs, ceux qui les remplissent, ceux qui les assemblent, qui les emballent. Donc dans une journée, on peut en faire 200, 300. Vous goûtez parfois? Oui, tout le temps, oui. Ici, tout est fait main. Les pralinés, les fruits confits et la déco. À mouler, c'est assez rapide, la coque. Après, le plus dur, effectivement, c'est de donner le coup de couteau, le bon coup de couteau. Tous travaillent sous la direction de Patrick Roger, artisan chocolatier. Pâques, c'est 17% de son chiffre d'affaires annuel, réalisé en 5 jours seulement. Un rendez-vous d'affaires et de cœur aussi. C'est vraiment le moment où on peut s'exprimer au niveau artistique et ça c'est superbe. Et surtout au niveau des clients, c'est tellement ludique, ils sont super heureux et c'est vraiment un très grand moment. Certains sujets comme ces petits hérissons nécessitent plus de 15 manipulations. En boutique, c'est le succès assuré. Ah oui, bien sûr, complètement. C'est juste du chocolat. On y trouve des créations audacieuses et surtout des classiques. J'achète toujours régulièrement un œuf à Pâques et que celui-ci est particulièrement moderne. C'est un peu le mélange de la tradition et de la modernité. Une dizaine de saumons, une dizaine de lait, une dizaine de blanc. Côté prix, on ne regarde pas à la dépense. Non, pas du tout, puisque c'est une seule fois à l'année. Hein. Ce qui marche le plus, c'est les œufs, on va dire entre 45, 50, 60 euros. Mais on vend vraiment de tout, que ça aille du sachet de friture à 13,50 jusqu'à des pièces très importantes. Selon le syndicat du chocolat, 7 Français sur 10 craquent régulièrement chaque semaine. C'est bon pour le moral, paraît-il. Une œuvre iconoclaste sur une chaise électrique, un Christ, une œuvre d'art de Paul Fryer, exposée à la cathédrale de Gap, prêtée par le collectionneur et homme d'affaires François Pinault. Une curiosité, Pascal, qui a attiré de nombreux spectateurs. Reportage Isabelle Stess avec nos confrères de France 3 Méditerranée.
C'est une œuvre d'art exposée à la place du Christ sur la croix. Un Christ de cire coiffé de cheveux humains, mort sur une chaise électrique. Dans la cathédrale de Gap, les fidèles l'ont découvert lors de la messe des Rameaux. Baptisée Pietà, la sculpture issue de la collection de François Pinault bouscule ici la tradition pour interpeller les chrétiens. C'est une signification de la mort, je la trouve assez jolie, c'est vrai. C'est surprenant, mais pourquoi pas. C'est finalement ce qui se passe encore dans certains pays. Donc ça ne me choque pas. Pour raviver l'émotion face à la souffrance du Christ, l'évêque de Gap, par ailleurs grand amateur d'art contemporain, a toutefois pris le risque de choquer certains de ses paroissiens, car la crucifixion ne provoque plus aujourd'hui de réaction. En dehors de ceux qui m'envoient des lettres d'injures, il y a un certain nombre de personnes ici, un grand nombre même, qui me disent, eh bien, après avoir vu cette sculpture, je ne regarde plus le Christ en croix de la même manière. Eh bien, si c'est ce qui s'est passé dans la tête et dans le cœur d'un certain nombre d'hommes et de femmes, le but que je recherchais est atteint. Exposée pendant la semaine pascale, l'œuvre aura aussi attiré nombre de visiteurs qui habituellement ne vont pas à l'église. C'est avec un moral en béton que les Blues de Cardiff ont abordé la rencontre de cet après-midi face à Toulouse en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Et ils avaient raison, victoire 9-6. Vous avez pu suivre la rencontre en direct sur France 2. Il n'y a donc plus de club français en lice. Christophe Duchéron. Contrairement à ce qui était prévu, le match s'est joué à ciel ouvert, si bien que ce fut la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le match a débuté par une fenêtre de tir, pénalité des Gallois de Cardiff qui jouent en bleu, et réussi par Blair, 3-0 pour les Blues. 4 minutes plus tard, réplique toulousaine avec une pénalité de Michalak qui porte le score à 3-3. La suite de la rencontre est un long moment de crispation qui met les nerfs en plot. A commencer par Guy Novès, l'entraîneur de Toulouse, qui s'énerve après ses joueurs qui oublient de marquer, et après l'arbitre anglais qui arbitre comme un arbitre anglais. Souvent pris par la patrouille, les Toulousains sont menés 6-3 au repos. C'est schtroumpfement bizarre, mais c'est comme ça. En deuxième période, les Toulousains auront l'occasion de se refaire la cerise à plusieurs reprises. Au lieu de quoi ils échouent de 3 fois rien et de 3 points, 9-6. Pour l'entraîneur toulousain Guy Novès, l'arbitre M. White n'est pas tout blanc. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça risque d'être mal interprété, mais je crois qu'il vit à Cardiff et il est marié avec une Galloise. Donc, je ne sais pas s'il va passer une bonne soirée ce soir. Il nous semble malgré tout que les Toulousains doivent s'en prendre d'abord à eux-mêmes, car perdre un match que l'on doit gagner, c'est un bien triste exploit. C'est une course légendaire. Les 259 km du Paris-Roubaix seront parcourus demain par des cyclistes chevronnés. Événement là encore à suivre en direct sur France 2 dans la roue du journal de 13h. Reportage au cœur de la tranchée d'Arambert, secteur pavé mythique où tout devrait se jouer. Julien Benedetto, Sylvain Gauthier. Le temps semble n'avoir aucune prise sur elle. Sans doute parce que les voitures n'ont plus le droit de s'y aventurer depuis des lustres. La tranchée d'Arambert est exclusivement réservée aux funambules du Paris-Roubaix. Mais ces pavés suscitent la convoitise de passionnés de plus en plus nombreux à vouloir les dérober. Il y a plus de vols encore après la course. Les gens partent avec des petits souvenirs. Oui. Bon, on a un peu de pavés en réserve, donc ça va aller. Hier encore, il a fallu colmater les trous dans l'urgence. Alors tout le monde s'y met dans le village de Wallers-Arambert. Lycéens, chômeurs, retraités participent à la restauration de la tranchée. Quand on voit la course à la télé, on se dit on a travaillé sur ce secteur-là, donc on est fiers parce qu'il n'y a pas eu de chute ou genre des trucs comme ça. Nous sommes dans la tranchée d'Arambert. La tranchée d'Arambert, c'est 2400 mètres de rock'n'roll au fin fond de la campagne. Les pros ont beau s'y lancer avec des roues de cyclocross plus larges. Ils y fracassent bien souvent leur rêve de victoire. Ah, c'est Philippe Gaumont qui est tombé. Pour les amateurs, Arambert, c'est un pèlerinage inoubliable, mais aussi une expérience douloureuse. On a l'impression que le crâne va exploser tellement ça secoue. Ça secoue bien sûr à hauteur des cervicales, ça secoue au niveau des poignets, ça secoue au niveau des fesses, c'est vraiment impressionnant. Combien seront-ils demain sortir indemnes de ce chemin? Franchir la tranchée d'Arambert, c'est déjà une victoire, mais Roubaix est encore loin, là-bas, au-delà de l'horizon. Des coureurs qui seront précédés par un peloton d'une quinzaine d'employés de Continental. Cet après-midi, ils ont pu s'exprimer lors de la présentation de la course. Ils s'élanceront demain de l'usine de Clairoy dans l'Oise, qui, comme vous le savez, est menacée de fermeture.
Nous l'avions quittée femme chocolat, on la retrouve Miss Météor et elle refuse toujours qu'on l'appelle madame. À 29 ans, Olivia Ruiz, qui est notre invitée ce soir, signe un 3e album, peut-être encore plus singulier que les 2 précédents et qui n'a décidément toujours rien d'académique. Marie-Hélène Bonneau, Vincent Barral. Olivia Ruiz est déjà en studio pour répéter la version acoustique de ses nouvelles chansons. 15 titres réunis dans un album, Miss Météor. Fous-moi la paix ou je te taloche, je me sens tout démantelé. Sur moi tes questions ricochent, inutile de te fatiguer. Elle panique. Cet album, c'est presque l'auberge espagnole, tant les airs y sont différents. Quelque chose d'intimiste qu'elle a réalisé avec son compagnon, le chanteur de Dionysos. Elle est dans un équilibre que je trouve assez fascinant, entre quelque chose d'extrêmement personnel et en même temps d'extrêmement généreux. Allez, reviens à la maison. Je te ferai des crêpes aux champignons. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, c'est une fulgurante success story. Double victoire de la musique en 2007 et disque de diamant avec La Femme Chocolat, 1 million d'albums vendus. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Olivia Ruiz, c'est aussi un cœur gros comme ça. Avec son frère, elle finance la construction d'une école au Burkina Faso. Pour récolter des fonds, elle a enregistré un album avec des musiciens locaux. Donner de la valeur à tout ce qui nous appartient. Valoriser notre identité et partager de la civilité. Olivia Ruiz a aussi écrit 2 chansons pour Juliette Gréco et elle en est fière. Elle s'apprête à partir en tournée début mai. Miss Météor est bien plus qu'une étoile filante. Je ferai pousser des fleurs dans mes cheveux. Je me ferai belle à t'en crever les yeux. Ça va de ce côté-là, elle n'a pas de problème. Bonsoir Olivia Ruiz. Bonsoir. Merci d'être l'invitée du 20h de France 2. Miss Météor, 3e album. Qu'est-ce que vous avez tous avec les météores? Indochine, la République des météores, vous Miss Météor, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un triste hasard, on croit qu'on a pensé à quelque chose qui n'est qu'à nous et puis finalement, bah non. Pourquoi Météor? Ben, c'était un titre multi-tiroir et en référence directe à la pochette. J'aimais bien l'idée que le météore soit quelque chose qui ne fait que passer. En même temps, quand ça s'ancre dans quelque chose, c'est pour s'y rester peut-être à jamais. Et puis, ça raconte mon tempérament aussi, je crois. C'est quoi votre tempérament? Impulsif, bien vivant. Dans Elle panique, le tube, vous dites elle flippe qu'on ne l'aime plus. Vous flippez qu'on ne vous aime plus? Oh, moi, comme plein de gens, je crois. En même temps, on a tous des angoisses et l'idée, c'est de les combattre, que tous ces doutes paralysants deviennent des doutes moteurs et qui soient là, au contraire, pour nous aider à avancer. C'est un peu l'objet de la chanson. Alors, il y en a un qui vous aime, c'est votre compagnon, Mathias Malzieu, qui est le leader du groupe Dionysos. Vous avez écrit presque tous les textes avec lui. Alors, en fait, moi, j'ai fait les textes. Enfin, et lui, la musique. Et la musique à 2. Et pour quelqu'un qui chantait en 2003 « J'aime pas l'amour », ça va beaucoup mieux, non? C'était une vaste vanne, ce « J'aime pas l'amour », mais c'est une chanson que j'aime beaucoup et que je revendique. Ça m'a permis de me positionner tout de suite de façon assez radicale avec ce morceau à la fois très ironique et en même temps très rock'n'roll. Si je vous dis que votre album est très populaire sans pour autant être très grand public, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, quelque part, oui. C'est vrai que c'est pas une musique qui est a priori facile d'accès. Même La Femme Chocolat, c'était ça qui était encore plus jouissif. C'est de ne pas avoir formaté quelque chose et en même temps que ça arrive à toucher autant de gens. Donc, moi, je me sens vraiment une chanteuse populaire. Dans mes concerts, il y a autant des mamies que des plus jeunes. Mais d'ailleurs, je dirais pas concert. Moi, je vous ai vu sur scène déjà. Ça tient plus du spectacle, du cirque. Pourquoi? Parce que j'aime m'amuser et j'aime les imprévus. J'adore que quelqu'un du public intervienne pour dire une vanne et puis le mettre en boîte ou alors m'amuser avec ça. Enfin, ouais, c'est quelque chose... Nos spectacles sont assez interactifs. Vous n'avez jamais renié votre participation à la Star Academy, c'était en 2001. 8 ans, 9 ans après, qu'est-ce qui vous en est resté profondément? Oh ben, le fait que quand même ça m'a filé un sacré coup de pouce pour rencontrer des maisons de disques. Et rien que ça, c'est quand même génial. Tout ce qui peut nous rester de négatif s'oublie très vite. Quand comme ça a été un déclencheur génial pour avoir les moyens de s'exprimer.
Nos détectives privés disent qu'on va vous voir au cinéma, c'est vrai? Ah, ben, ils me l'apprennent à moi aussi. Bah, j'ai eu une formation de comédienne, moi, avant même d'apprendre à chanter. Donc, vous en avez envie? Pas spécialement, en fait, mais voilà, je me dis que si un jour je reçois quelque chose qui est un vrai coup de cœur pour moi, un scénario qui me parle et qui m'émeut, je foncerai tête baissée. Mais c'est pas dans les projets pour l'instant. Pour le moment, vous foncez tête baissée avec Miss Météor, ça sort lundi. Merci beaucoup, Olivia Ruiz, d'avoir été l'invitée du 20h de France 2. Merci. Panorama, c'est le nom de cette grande opération de promotion du cinéma français en Chine qui se tient chaque année depuis 6 ans. Masterclass, projections et stars qui se prêtent au jeu. Cette année, c'est Juliette Binoche qui a honoré le rendez-vous de sa présence. L'actrice qui tourne avec de nombreux réalisateurs asiatiques n'avait pourtant jamais mis les pieds en Chine. Rencontre à Pékin avec nos correspondants Pascal Golomer et Sylvain Giaume. Il est des festivals où l'on monte les marches. À Pékin, on préfère les descendre. Et ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Ce soir, c'est le cinéma français qui fait la fête pour mieux se faire connaître, avec pour ambassadrice une star qu'on appelle ici Binoche, tout court. Et c'est dans Paris, le film, que le public la retrouve. Un Paris sous-titré. Il a pu aussi la croiser dans les rues de Pékin, car Juliette Binoche est arrivée ici il y a plusieurs jours pour présenter son spectacle de danse. Elle qui se passionne pour la médecine traditionnelle n'est jamais venue en Chine. Une star anonyme. C'est qui? Je ne la connais pas. Enfin anonyme ou presque. Elle ne vient pas ici en porte-drapeau bleu-blanc-rouge, mais en citoyenne du monde, du cinéma. C'est vrai que de travailler avec un metteur en scène japonais, taïwanais, et là j'ai un projet avec deux metteurs en scène chinois, pour moi c'est passionnant parce que c'est rentrer dans des visions différentes, dans des sensibilités différentes et c'est ce qui me transforme, c'est ce qui me met aussi en avant. À la Cinémathèque, c'est bien l'actrice française que ces jeunes fans veulent voir et acclamer. Ils l'ont aimée dans Bleu, Les Amants du Pont-Neuf ou Chocolat, et ils savent pourquoi. Elle a un côté très mélancolique, mystérieux. C'est pour cela que je la trouve très différente des autres actrices. Un public curieux, encore minoritaire. Mais c'est lui que le cinéma français espère bien séduire à l'avenir. Avant que l'on se quitte, je vous rappelle la principale information que nous avons développée dans ce journal. C'est donc demain après-midi que les ex-otages rentreront en France. Tous sauf un, puisque Florent Lemasson, ce jeune père de famille de 28 ans, a été tué dans l'assaut donné hier par l'armée française à bord du voilier capturé samedi dernier par des pirates somaliens dans le golfe d'Aden. Hervé Morin, le ministre de la Défense, sera notre invité demain soir à 20h pour commenter cette opération commando. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. Dans quelques minutes, 20h35, les années bonheur présentées par Patrick Sébastien. Excellente soirée à tous sur France 2. À demain 13h. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.